Lundi 2 mai 2005. Il est 17h45 lorsque cet homme, Dominique Tarasco, 63 ans, appelle un ami gendarme pour le prévenir qu'un drame est sur le point de se produire. Je lui raconte qu'il y a un gars qui sort de chez moi et qui est parti pour enlever une fille. Il est armé, je sens qu'il va faire un truc tordu et je le supplie de faire vite. À la gendarmerie d'Aigues-Mortes, dans le Gard, on prend cet appel très au sérieux. Il est très énigmatique. Il dit en gros qu'il faut que les gendarmes se dépêchent d'aller contrôler à la terrasse d'un bar, il y aurait un couple et la femme de ce couple serait en train de courir un danger. Il évoque le mot proxénétisme, prostitution, enlèvement, séquestration, voilà. L'appel n'est pas banal. Le gendarme demande à l'informateur de lui communiquer l'identité de l'homme en question. Mais Dominique Tarasco refuse catégoriquement, car il a peur pour sa vie. Je ne veux pas donner l'identité. Je veux qu'il aille le contrôler. Je veux qu'il sache qui il est. Et je veux que la fille soit sauvée grâce à ce contrôle inopiné. Je lui précise l'emplacement de la voiture. Je lui précise où il se trouve. D'après Dominique Tarasco, la voiture est une Seat Ibiza verte. Il me dit, bon, je veux voir ce que je peux faire. Immédiatement, les gendarmes saisissent le parquet de Nîmes. C'est le vice-procureur Sier qui est de permanence ce jour-là. Et il est décidé de faire des recherches, tout de suite, sur ce simple coup de fil. On va mettre en place un dispositif de contrôle pour essayer de contrôler cette Seat Ibiza verte avec ce couple. C'est le début d'une course contre la montre pour sauver une jeune femme enlevée par un dangereux psychopathe. Il a choisi sa proie. Il a choisi qui allait lui répondre, qui allait être la plus fragile. Ce type est un fou, il est dangereux, il est armé. Il est décrit par tout le monde comme un psychopathe et un manipulateur. Il est dans la jouissance et le plaisir de voir souffrir les autres. Ce lundi 2 mai à 18h15, une demi-heure après l'appel de l'informateur, une patrouille de gendarmerie prend la direction du port de la petite ville d'Aigues-Mortes. C'est là que se trouve le bar dont leur a parlé Dominique Tarasco. Les enquêteurs n'ont que peu d'éléments. Sur place, ils vont tenter de localiser un homme en compagnie d'une femme. Ils savent qu'il est armé et propriétaire d'une Seat Ibiza verte. Les gendarmes vont se poster discrètement aux abords de la terrasse du bar. Concrètement, il y en a eu deux qui sont mis en face sur le parking en face de le bar de l'Escale et qui cherchaient à voir un couple à table, donc ils se posent à table pour boire un verre. Et après, on en a mis deux sur chaque axe. Seulement voilà, ce jour-là, il y a un monde fou. C'est un week-end de 3 jours et la terrasse est bondée. C'est une période de grande fréquentation, de très forte fréquentation à Aigues-Mortes. Des véhicules, il y en a énormément. Des couples, il y en a énormément aussi. Ils passent et qui s'installent, c'est très très fréquenté. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de description physique. Ils ne savent pas si la femme est blonde, brune, si elle est âgée, jeune. On ne trouve ni ce véhicule, ni de couple pouvant correspondre à une situation donc, de mise en danger. Autour du bar, il n'y a personne qui puisse correspondre. Après plus d'une heure de surveillance, les gendarmes se décident à rappeler l'indic. Si son histoire est vraie, il doit leur en dire un peu plus. Mais là encore, Dominique refuse de livrer l'identité de son mystérieux ami. Je ne dis pas qui était dans la voiture, qui conduit, je ne donne pas son nom. Je ne veux pas le pourrir. C'est pas tellement mon intérêt. Donc les gendarmes cherchent par tous les bouts à faire bouger cet informateur. Et ils vont le chercher sur tous les éléments qu'il a fournis. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que quand tu le sais? Est-ce que tu n'en sais pas un peu plus? Et puis cette voiture, on ne l'a pas vue, là, ta Seat Ibiza gris vert, on ne l'a pas vue. Est-ce que tu es sûr que c'est une Seat Ibiza? À ce moment-là, Dominique Tarasco se rend compte qu'en fait, il s'est trompé dans la description de la voiture qu'il a donnée aux gendarmes. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que la voiture est en fait une ZX grise. Les gendarmes me disent, attends,
On planque sur une Seat Ibiza, maintenant tu nous dis que c'est une ZX grise. Alors, le drame, c'est qu'ils ont peut-être vu passer une ZX grise à ce moment-là, mais comme ils cherchaient une Seat Ibiza gris-vert, évidemment, et ça a pu leur passer sous le nez sans qu'ils le voient. Dominique Tarasco a donné des informations incomplètes et erronées. Alors, pourquoi les gendarmes lui ont-ils fait confiance? Il faut dire que l'homme est une figure locale. Dominique Tarasco est quelqu'un qui connaît à peu près tout le milieu montpelliérain et le milieu de Nîmes. C'est un type qui est officiellement, il est ferrailleur. Il est en même temps patron de boîte de nuit, un truc qui s'appelle les Poubelles. Il y a quelques années, Dominique Tarasco a ouvert en pleine campagne une boîte de nuit qui, d'extérieur, ressemble à une vulgaire cabane en bois. Dominique a su en faire un des lieux les plus prisés de la région. Une discothèque clandestine où se côtoient des notables du coin, des célébrités, ainsi que des personnages plus ou moins fréquentables. Il n'y a rien qui est déclaré et il organise des fêtes monstrueuses. Et la petite entreprise de Dominique Tarasco lui procure des revenus juteux. C'est quelqu'un qui connaît tout le milieu des boîtes de nuit, qui est capable de passer les coups de fil et de savoir des choses. C'est-à-dire que, c'est vrai, je suis entouré de truands, de bonnes personnes, mais pas n'importe qui comme truand, c'est la vérité. Donc voilà, il communique avec les gendarmes, il file des infos, en échange de quoi il a une protection pour sa boîte de nuit. Ainsi, Dominique Tarasco a permis aux gendarmes d'arrêter des voleurs de voitures et des petits trafiquants de drogue. Mais il n'a jamais eu à balancer, entre guillemets, une affaire de grande envergure. Or, ce soir-là, c'est différent. Et les gendarmes décident de prendre les choses en main. Et il me dit, ne t'occupe de plus rien, va dîner et oublie, on s'occupe de tout ça. Dominique Tarasco quitte donc sa propriété pour aller dîner en ville. Il n'aura plus aucun contact avec les gendarmes pendant plus de 4 heures. De leur côté, les enquêteurs rentrent bredouilles. Les informations de l'indic n'ont rien donné. Personne n'a vu ou aperçu un homme au comportement menaçant envers une jeune femme. Le dispositif est levé et les recherches font l'objet d'un rapport. C'est une affaire qui n'a même pas débuté, c'est une affaire où c'est juste un renseignement à vérifier sans infractions pénales, sans cadre légal. Donc c'est une sorte de portée secours en fait. Ce lundi 2 mai, il est 22 h lorsque les recherches s'arrêtent. 1 h du matin, à la sortie d'Aigues-Mortes, après un dîner bien arrosé, Dominique Tarasco regagne son domicile. Sur la route, il aperçoit un barrage. Il ne sait pas que les recherches ont été interrompues. Lui, il pense que c'est un dispositif énorme qui a été mis en place pour arrêter la voiture de son ami. Seulement, les gendarmes ne sont pas là pour ça. Il s'agit d'un simple contrôle routier. Va alors s'ensuivre un fâcheux quiproquo qui va avoir de graves conséquences. Les gendarmes voient arriver un type qui est bourré, qui a le verbe haut et qui les interpelle en disant « Bon, alors les mecs, vous en êtes où ?» Un peu comme s'il était responsable du dispositif. Vous l'avez chopé ou pas? Mais vous l'avez chopé, là? Vous l'avez chopé? Oui. La ZX. J'ai dit, alors où ça en est? Vous l'avez arrêté? Vous avez contrôlé la voiture? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit passer? Une ZX grise avec un homme et une femme à l'intérieur. Et là, on voit très bien dans le clair, même si j'y vois mal, on est obligé de voir, il y a un chauffeur et une fille qui est assise à côté, avec la tête sur le côté droit, comme si elle dormait. C'est lui. Et je lui dis, mais c'est lui. Faites quelque chose, arrêtez-le, il se barre, c'est lui. Les gendarmes n'ont aucune raison, il n'y a pas eu d'infraction, la voiture ne se présente pas sur le barrage lui-même. Et à ce moment-là, le téléphone de l'indic, le téléphone de Dominique Tarasco sonne. Allô? Mon portable sonne, Ouais. je décroche, et c'est le gars en question qui vient de passer en voiture qui me dit où c'est que tu es. Allô? Il ne m'a pas vu, hein, parce qu'on était un peu en trêve des gendarmes. Putain, mais il y a des condés. Il me dit, fais gaffe, quand tu vas rentrer chez toi, à la fontaine, il y a des condés de partout.
Je dis, il vient de m'appeler, je vous dis que c'est lui. Donc c'est la preuve que la bonne ZX est passée devant le barrage, à travers le barrage, avec la fameuse fille. Et là, il l'envoie bouler, il lui dit, écoute, arrête, tu nous gonfles, allez, dégage de là. On est complètement bourré, là, tu devrais aller te coucher. Les gendarmes sont loin de se douter que cette méprise va avoir des conséquences dramatiques. 2 jours plus tard, à 180 km de là, l'affaire va rebondir. Un jeune homme de 25 ans, Sylvain, se présente au commissariat du 2e arrondissement de Marseille. Il demande à parler de toute urgence à un policier. L'homme est très perturbé, il est très inquiet. Sylvain vient déclarer la disparition de sa femme, Élodie Morel. Une serveuse âgée de 29 ans. Elle n'a pas donné signe de vie depuis maintenant 48 heures. Ils sont mariés et ils ont un enfant ensemble, un petit garçon. Ce qui est inquiétant pour son mari, c'est qu'effectivement, elle garde le silence alors que ça n'était pas prévu. Il connaît sa femme et il est convaincu qu'il lui est arrivé quelque chose. Il n'arrive pas à savoir comment ni pourquoi, mais il est persuadé qu'il est arrivé quelque chose. Sylvain a de bonnes raisons de s'inquiéter. Il explique alors aux policiers qu'il y a 15 jours, Élodie s'est inscrite sur un site internet de casting, car depuis des années, la jeune femme rêve de changer de vie. Elle a un rêve, c'est de devenir mannequin. Et elle aimerait, bien entendu, gagner un peu plus que les salaires qu'elle a, qui sont assez modestes jusqu'à présent. Elle répond à une annonce à une dame qui cherche quelqu'un pour représenter la marque Rolls-Royce pour une future campagne de publicité. L'offre est particulièrement alléchante. L'annonce propose à des jeunes femmes de devenir l'égérie de la prestigieuse marque de voitures. Et quant au salaire, il fait rêver. 5 000 € pour seulement 5 jours de prise de vue. Elle a des échanges avec une photographe, ça a l'air d'accrocher. C'est une photographe femme, donc ça la met plutôt en confiance. C'est pour Rolls-Royce, c'est une garantie de sérieux. Et elle répond à ce casting et c'est elle qui est choisie. Donc pour elle, c'est un immense bonheur. Et Sylvain, devant les policiers de Marseille, raconte qu'il n'avait jamais vu sa femme aussi épanouie. Il explique la joie, le bonheur que Élodie Morel avait eu lorsqu'elle avait reçu ces mails d'une dame qui s'appelait Nicole Forestier. La séance de photographie doit avoir lieu en Camargue. Élodie a rendez-vous le lundi 2 mai, justement au bar de l'Escale, sur le port d'Aigues-Mortes. Et pour le jour J, Élodie veut être parfaite. Elle se prépare, elle se fait belle, elle prend des affaires qui lui semblent jolies. Elle essaye de s'apprêter pour être la plus jolie possible. Sa seule inquiétude est pour son enfant. Élodie part pour 5 jours et c'est la première fois qu'elle s'absente aussi longtemps. Donc le 2 mai au matin, Élodie Morel dit au revoir à son mari. La dernière fois qu'il la voit, elle est heureuse, elle est souriante, ils se font un baiser et elle part en lui disant à bientôt, je pars faire mes photos. Elle part heureuse, lui il est content aussi. Dans les locaux du commissariat du 2e arrondissement de Marseille, le mari d'Élodie explique que le 2 mai, il a reçu un dernier texto de sa conjointe à 21h30. Gros bisous, tout va bien. Je t'appelle demain, ça capte pas. Je t'embrasse fort, à plus. Et depuis, il est très inquiet parce qu'il n'a plus de nouvelles. Il essaie de joindre sa compagne par téléphone, le téléphone est éteint. Il essaie de la joindre le lendemain, ça passe pas. Élodie, réponds-moi, je m'inquiète. Et là, rien. Pas d'appel, pas de message, il n'arrive pas à la joindre et il s'inquiète. Allez, c'est pas possible. Il se fait un souci énorme. Lui, il pense que sa femme a disparu. Élodie serait-elle tombée dans un piège tendu sur Internet? Pour son mari, cela ne fait pas de doute. Pire, il est persuadé que sa femme est tombée entre les mains d'un réseau de prostitution. Et parmi les hypothèses, il dit peut-être qu'elle est partie à l'étranger. Il faut aller faire des contrôles, faites quelque chose, il faut intervenir avant qu'elle parte. Mais le policier en face de lui ne semble pas convaincu.
d'autant que le mari d'Élodie avoue qu'il y a quelques mois, son couple a rencontré des problèmes. Ils étaient ensemble, ils ont eu un enfant, ils se sont séparés. Il y a eu une demande de divorce. On lui laisse entendre qu'après tout, c'est une jeune femme adulte, jolie, qui peut très bien avoir une aventure et qui peut-être n'a plus envie de lui répondre. Des affaires comme ça, il y en a tous les jours à Marseille, hein, donc elle ne donne pas de nouvelles pendant 2 jours, il ne faut pas non plus remuer ciel et terre. Au commissariat de Marseille, le ton monte avec le policier. Et Sylvain se fait de plus en plus insistant, à tel point que le fonctionnaire va finalement accepter de lancer une recherche dans l'intérêt des familles, diffusée sur toute la France. Ce même jour, à Aigues-Mortes, la sonnerie d'alarme du fax de la gendarmerie retentit. Les gendarmes découvrent l'avis de recherche lancé par leurs collègues policiers de Marseille et immédiatement ils comprennent que l'affaire est grave. Bon sang de bonsoir, c'est notre histoire. Puisque de suite, je fais le rapprochement avec cette jeune femme qui avait rendez-vous le lundi dans un bar avec un homme et cette jeune femme de Marseille qui avait disparu. La jeune Marseillaise serait-elle cette jeune femme dont l'indicateur Dominique Tarasco a parlé 48 heures plus tôt? Tout porte à le croire. Les dates qui correspondent, les lieux de rendez-vous qui peuvent correspondre, le fait que cette jeune fille ne donne plus signe de vie depuis le 2 mai, effectivement, tout paraît collé. Si jusque-là, les gendarmes n'avaient eu que des informations sommaires, ils ont maintenant un numéro de téléphone, celui du mari de la disparue, Sylvain. Et ils ont une conversation avec lui qui va renforcer effectivement leur crainte. À l'autre bout du fil, Sylvain raconte l'histoire qu'il a livrée quelques heures plus tôt au commissariat de Marseille. Le rendez-vous pour une séance de photos au bar de l'Escale. Le silence de sa compagne depuis son dernier SMS, le lundi 2 mai, à 21h30. Là, il va être pris au sérieux. Sylvain indique aux gendarmes que sa femme est partie au volant de leur vieille BMW immatriculée dans les Bouches-du-Rhône. Il donne le maximum de renseignements, notamment le numéro de téléphone de sa compagne. Et immédiatement, les enquêteurs tentent de localiser Élodie grâce à son portable. Ils découvrent que le téléphone a déclenché les relais d'Aigues-Mortes, puis de Saint-Laurent-d'Égouze, Saint-Gilles et Vauvert, pendant la soirée du 2 mai 2005. Si ces données confirment que la jeune femme était bien le lundi 2 mai dans la région, en revanche, les enquêteurs vont vite perdre sa trace. Et à ce moment-là, ils découvrent que le téléphone portable d'Élodie Morel a cessé d'émettre lundi 2 mai en début de nuit. Le contact est donc complètement rompu avec la jeune femme. Vu la gravité de la situation, les hommes de la section de recherche de Nîmes prennent l'enquête en main. Pour mener leurs investigations, ils installent leur quartier général à la gendarmerie de Vauvert. La traque de l'homme à la ZX peut vraiment commencer. Toutes les unités de la région sont sur les dents. D'importants effectifs sont mobilisés. Les patrouilles arpentent les rues et les chemins de campagne sur la zone où le portable d'Élodie a été localisé. D'accord. Mais c'est difficile, la zone est très vaste et pour l'instant, on ne dispose pas, les gendarmes ne disposent pas des informations nécessaires pour localiser plus précisément où se trouve Élodie Morel. Sans le numéro d'immatriculation de la ZX grise, ni l'identité du conducteur, seule la chance pourrait aider les gendarmes. Mais elle ne semble pas leur sourire. Dans la nuit, à 2 h du matin, Sylvain, le mari d'Élodie, arrive à la gendarmerie d'Aigues-Mortes. Il veut savoir ce qui est arrivé à sa femme. J'ai en face de moi un homme qui est très inquiet, presque en panique. Pour aider les gendarmes, il a emporté avec lui d'autres photos d'Élodie. On voit qu'il y a un énorme lien entre eux. Une relation qui est passionnée, qui est passionnelle. Face aux gendarmes, le jeune homme dépeint le portrait d'une jeune femme combative. Il nous décrit une fille à un très fort caractère, une fille qui est une battante, une fille qui ne se laisse pas faire. Voici ce que Sylvain déclare. Élodie a certainement lutté dès lors qu'elle a compris que le rendez-vous n'était qu'un piège. Élodie est loin d'être une idiote.
Elle a toujours su réagir dans les situations difficiles. Et donc elle a pu s'opposer à son agresseur. Et à ce moment-là, déclencher une fureur qui aurait pu aller au meurtre. Ces déclarations ne font qu'accroître l'inquiétude des gendarmes, d'autant qu'ils n'ont pas grand-chose pour orienter leurs recherches. Concrètement, les gendarmes, ils sont à poil. Ils ont un indice foireux qui leur donne pas tout. Ils ont le nom de la jeune fille qui a disparu. Ils ont rien. Ils n'ont rien. Un seul homme doit pouvoir les aider, Dominique Tarasco, l'informateur. On demande à ce que la personne qui a révélé tous ces renseignements depuis le début soit réentendue et qui donne vraiment les renseignements précis et qu'on sache ce qu'on cherche. Le problème, c'est que les mecs de la SR sont persuadés que l'indic n'a pas tout dit. Jeudi 5 mai 2005, cela fait maintenant 36 heures qu'Élodie Morel a disparu. Il est 8h30 lorsque l'audition de l'informateur commence. Et Dominique Tarasco va vite comprendre qu'il a tout intérêt à collaborer. Il me dit, il faut que tu nous aides. Elle est peut-être attachée quelque part, elle est peut-être saucissonnée, elle est peut-être vivante. Il faut que tu nous aides, il faut faire vite. Il faut que tu nous donnes le nom de... Je dis non, je ne vais pas le dire. Les gendarmes vont alors passer Dominique Tarasco sur le grill. Je vais quand même le pousser à avoir un nom et un prénom. Tu vas nous donner le nom maintenant. Là, on lui met la pression, on lui indique que cette jeune femme est en danger de mort. Le procureur, déjà, veut me mettre en garde à vue. Parlez, de Dieu! Parlez! Il est entre deux feux. Il y a d'un côté des gendarmes qui le menacent de le mettre en prison, et de l'autre côté, il a ce type qui est complètement fou qui risque de le tuer. Il est en pleurs, il est fortement ébranlé. Et sous la pression des gendarmes, Dominique Tarasco finit par révéler l'identité de son ami. Et le nom, c'est un certain Guillaume Mingot. Guillaume Mingot. Guillaume Mingot, un agent de sécurité de 49 ans qui a travaillé dans la boîte de nuit de Dominique Tarasco. Il avait besoin de videurs et c'était un de ces videurs de l'époque. Guillaume Mingot, le voici, filmé lors d'une soirée. Un individu au profil particulièrement inquiétant, car les gendarmes vont vite découvrir que l'homme a déjà été condamné pour le viol de 2 touristes allemandes alors qu'il n'avait que 20 ans. 2 jeunes filles qu'il prend en stop et qu'il va emmener dans un périple en voiture. Il les amène en Camargue, il est armé, il va finir par les menacer et les violer. Il les viole presque pendant toute une nuit. Condamné à 9 années de prison pour ces 2 viols, Guillaume Mingot s'est ensuite tristement illustré dans des affaires de violence avec armes. Il sera condamné plusieurs fois pour des détentions d'armes. Il a toujours une arme sur lui, c'est ce qu'on dit. Il est dépeint par tous les gens qui le côtoient comme quelqu'un de dangereux qui est capable de passer à l'acte. Et on lui refusait quelque chose, c'était un déferlement de violence. Ces informations font craindre le pire aux enquêteurs. C'est un type qui a fait de la tôle, qui a commis des crimes. Le viol est un crime. Et qui n'a pas l'air d'être un enfant de cœur. Donc tout commence malheureusement à faire peur, quoi. Tout porte à croire qu'Élodie Morel est entre les mains d'un dangereux prédateur. Les gendarmes vont alors se servir de Dominique Tarasco pour tendre un piège au ravisseur de la jeune femme. Ils exigent de Tarasco qu'il appelle Mingot et qu'il lui fixe un rendez-vous. Le rendez-vous est pris. Guillaume Mingot sera à 18h sur le parking d'une ancienne boîte de nuit située à quelques kilomètres d'Aigues-Mortes. L'indic nous dit qu'en fin d'après-midi, Guillaume Mingot doit se rendre à la discothèque Le Mexicana qui est située à Vauvert, donc entre Nîmes et Aigues-Mortes. L'indicateur précise aussi que Mingot ne sera pas seul, il sera accompagné d'un complice. Et le plan des gendarmes va marcher. À 18h, comme prévu, un véhicule utilitaire se présente à l'endroit indiqué. Une fois qu'il est à l'intérieur, on pénètre à l'intérieur et on le neutralise. Seul Mingot va prendre la fuite, il sera rattrapé de suite par un des enquêteurs qui va le plaquer au sol. Une fouille au corps va permettre de découvrir un élément capital.
Et on va retrouver dans une poche du jean de Guillaume Mengot la carte bancaire d'Élodie Morel. Et à cet instant, Guillaume Mengot donne une explication pour le moins surprenante. Il dit que c'est une carte qu'il avait trouvée dans un bar et qu'il a d'ailleurs même l'intention de la lui restituer. C'est le premier mensonge de Guillaume Mengot, le premier d'une longue série. Quant au deuxième homme, il s'appelle Richard Ligné, il a 53 ans et il est inconnu des services de police. Richard Ligné, c'est un gars du coin, il est marié, père de famille. Il n'est pas connu comme étant un mafieux ou membre d'un trafic international de traite de blanche. C'est un petit bonhomme du coin. Nous allons entendre ce Richard Ligné et essayer de savoir qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans. Mais Richard Ligné, lui, il explique sa présence tout simplement par le fait qu'il est copain de longue date de Mengot et que comme Mengot n'a plus de domicile dans la région, quand il vient dans la région, eh bien, il l'héberge. Les gendarmes prennent immédiatement la décision d'aller perquisitionner le domicile de Richard Ligné. Élodie Morel s'y trouve peut-être. On est à 4 jours quasiment de sa disparition. Il y a encore peut-être des chances de la retrouver vivante, donc il faut aller vite. Sirène hurlante, les gendarmes prennent la direction de Vergèze, une petite commune située à une dizaine de kilomètres d'Aigues-Mortes. C'est là que vit Richard Ligné, avec sa femme Francine et leur fille unique. Et à leur arrivée, les gendarmes vont assister à une scène pour le moins étrange. C'est une perquisition. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. La perquisition n'intéresse pas, ils se mettent à table pour continuer à manger alors qu'on est en train de faire une perquisition chez eux. Cette présence militaire, d'uniforme, de menottes, ça étonne personne. Hein. Les gendarmes se disent que Madame Ligné et sa fille savent. La maison est fouillée de fond en comble et force est de constater qu'Élodie n'est pas là. Et par contre, on retrouve des éléments qui appartenaient à Élodie Morel. Une robe, 2 paires de chaussures, ainsi qu'une veste noire. Et ce n'est pas tout. Les gendarmes retrouvent aussi le téléphone portable de la jeune Marseillaise. Et là, il n'y a absolument aucun doute sur le fait qu'effectivement, Élodie Morel est passée par là. Ça commence à sentir mauvais, cette histoire. Et puis, plus extraordinaire encore, ils vont découvrir, bien dissimulé, bien caché, un Colt, une arme de poing, qui supporte des taches brunâtres qui sont très probablement des taches de sang. Les gendarmes brandissent cette arme sous le nez de Guillaume Mengot, qui reste complètement imperturbable. L'autre est totalement détaché, il regarde ça de haut comme si ça ne le concernait pas. Face à tous ces éléments, les gendarmes ont la conviction qu'il s'est passé quelque chose de terrible ici. Ils décident de placer tout le monde en garde à vue pour découvrir la vérité. Jeudi 5 mai, il est 20 h, lorsque les prévenus arrivent dans les locaux de la gendarmerie. Ils sont placés dans 3 salles d'audition différentes afin d'éviter qu'ils puissent communiquer entre eux. L'objectif des gendarmes est de pouvoir retrouver au plus vite Élodie. Et les enquêteurs vont très vite comprendre que Guillaume Mengot ne va pas les aider, bien au contraire. Très rapidement, l'enquêteur s'aperçoit que ce Guillaume Mengot est un manipulateur. Mengot reste campé sur ses positions. Il reconnaît avoir aperçu Élodie au bar de l'Escale le lundi 2 mai et avoir récupéré sa carte bancaire alors que celle-ci l'avait perdue. Il joue avec les gendarmes, il essaye de les manipuler. On ne l'aura pas par la violence, on ne l'aura pas par la force, on ne l'aura pas par le jeu. En tout cas, si on veut jouer, il est prêt à jouer. Il est prêt à jouer, il résistera. Les gendarmes vont alors s'attacher à faire parler les époux Ligné. En commençant par Richard, qui semble être le maillon faible dans cette affaire. Richard Ligné, lui, c'est quelqu'un qui est assez simple, qui n'a jamais été de sa vie placé en garde à vue, contrairement à Guillaume Mengot. Je vais rentrer dans la pièce, je vais regarder cet homme et je vais lui carrément me pencher à ses oreilles, lui parler tout doucement. Lui tenir le visage pour qu'il me regarde bien dans les yeux, lui dire bien me regarder dans les yeux très profondément, et puis je vais lui parler doucement en lui disant « Je sais que vous savez. Vous savez tout ce qui s'est passé. C'est pas vous, mais vous le savez.
Et il va me regarder avec un regard vide et il va me dire oui. Et Richard Ligné va raconter aux gendarmes que Guillaume Mingot a débarqué chez lui le dimanche 1er mai, à l'heure du petit déjeuner. Très souvent, il arrivait comme ça, quand il avait besoin d'un pied-à-terre, on va dire, dans la région. Il débarquait chez les Ligné, il s'installait comme s'il était un petit peu chez lui. En effet, chez Richard Ligné, Guillaume Mingot est toujours le bienvenu. C'est un garçon qui en impose parce qu'il a ce côté escroc, toujours à montrer quelque chose, une arme. Il a toujours quand même une arme et un couteau sur lui. Ils se vantent souvent de choses qui sont un peu irréelles, surréalistes. Ils s'inventent notamment un passé de gros voyous. C'était un peu le caïd qui arrivait dans leur petite vie, leur petite maison, où il ne se passait jamais rien. Eh bien, il était subjugué. Et en ce dimanche 1er mai, Mingot annonce au couple qu'il est sur un gros coup. Mingot, il dit j'ai un contrat de 5 patates d'un co-détenu pour tuer quelqu'un. Et comme pour joindre le geste à la parole, Mingot sort alors un pistolet de son sac. Il le laisse déballer son histoire. Ils dînent ensemble, ils passent la soirée ensemble. Voici ce qu'explique ensuite Richard Ligné aux gendarmes. Suite à cette conversation, il a quitté mon domicile vers 21h, 21h30, à bord du véhicule ZX. Je ne l'ai pas revu de la nuit. Il est revenu chez moi le mardi 3 mai. Richard Ligné nous explique que le matin, Mingot est arrivé très tôt. Il est 6 heures, les Ligné sont en train de prendre leur petit déjeuner. Mingot arrive, une arme à la main, surexcité, en disant j'ai fait une connerie. Il explique que son affaire a mal tourné et qu'il doit se cacher. Il dit voilà, j'ai une fille dans la voiture, il me faut le garage. Guillaume Mingot demande alors à Richard Ligné de lui prêter son garage, qui se trouve à 500 mètres de la maison. Et Richard Ligné accepte, sans, dit-il, se poser de questions. Donc du coup, Ligné va accompagner Mingot jusqu'au garage, il va lui ouvrir les portes du garage. Mingot rentre alors dans le bâtiment avec la ZX. Voici ce que Richard Ligné déclare aux gendarmes. Je n'ai pas vu qui était dans le coffre et je n'ai rien entendu. Il demande à M. Ligné des liens type Serflex. Des liens en plastique qui permettent, avec un clip, qui permettent d'attacher très sérieusement un individu. Ensuite, Mingot m'a dit « Je reste dans le garage pour dormir et surtout pour éviter qu'elle crie. » Je l'ai donc laissé, je suis rentré chez moi. Il indique que chacun se mêle de ses affaires et il part tranquillement travailler pour ne revenir qu'en fin de journée au domicile. Et la journée va se dérouler comme si de rien n'était. Dans leur garage, il y a cette femme qui est peut-être en train d'y mourir. Ils vont vaquer à leurs occupations comme si de rien n'était. Les gendarmes sont comme nous, comme le parquet, ils sont quand même assez estomaqués. De voir la façon dont ça s'est passé. Et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise, car la suite du récit est encore plus édifiante. C'est la femme de Richard Ligné, Francine, qui la livre aux enquêteurs. À 18h, Mingot est revenu à la maison. Il m'a demandé une bouteille d'eau. La fille avait soif. Il m'a dit qu'il l'avait sniffée avec la poudre blanche. J'ai compris qu'il l'avait droguée. Après avoir passé 2 heures dans le garage, Mingot revient pour le dîner. Et il n'arrive pas les mains vides. Et il arrive avec des cadeaux. Il va apporter les affaires personnelles d'Élodie Morel pour les donner aux époux Ligné. Et parmi ces affaires, une robe, 2 paires de chaussures, une veste et le téléphone portable d'Élodie. Et ils l'ont offert à leur fille immédiatement. Ils ne se sont pas posé de questions, elle avait besoin d'un téléphone portable. Ils lui ont offert ce téléphone portable. Ils vont tous avoir une réaction détachée complètement à ces faits. Toute la famille Ligné ne se sent pas concernée et complètement détachée. À aucun moment, les époux Ligné vont essayer de faire quelque chose pour sauver Élodie Morel, alors que Mingot les a informés de son projet criminel. Étant donné qu'il
pensait avoir fait une grosse connerie, il disait qu'il fallait se débarrasser de la jeune fille parce qu'elle pouvait être compromettante pour lui. Et Francine Ligné de continuer son sinistre récit. Je lui ai demandé « Comment peut-on tuer ?» Il m'a indiqué avec un geste du cou et en disant « Quick ». Les enquêteurs, même s'ils n'avaient plus beaucoup d'espoir, viennent d'avoir la confirmation que Guillaume Mingot a assassiné Élodie Morel. Dans les locaux de la gendarmerie, face aux déclarations des époux Ligné, pour la première fois, Guillaume Mingot va perdre la belle assurance qu'il affiche depuis le début de sa garde à vue. Mis au pied du mur, Mingot va alors donner une nouvelle version où il va reconnaître avoir piégé Élodie Morel. Il avoue que c'est bien lui qui a passé cette annonce de casting sur Internet en se faisant passer pour une femme, une certaine Nicole Forestier. Et en écrivant l'annonce, Guillaume Mingot a pris soin de soigner chaque détail. Un programme bien détaillé pour les 5 jours de prise de vue qui laisse présager du sérieux de l'offre. Et un salaire conséquent. La rétribution est de 1 000 € par jour, avec hôtel et restaurant payés par la production. Élodie a mordu à l'hameçon. Voici ce que Guillaume Mingot déclare. J'ai reçu un mail de cette Élodie, et quand je l'ai lu, j'ai eu comme un flash. Je me suis dit, pourquoi pas elle? Il a choisi sa proie, et qui correspondait quand même au profil de femme qu'il souhaite. Hein. Il avait des photos, il allait faire son marché. Ça donne un petit peu cette impression-là. Je l'ai appelé, et je lui ai donné rendez-vous le lundi 2 mai 2005 au bar de l'Escale, à Aigues-Mortes. Le jour J, à 18h30, Élodie Morel se présente donc au rendez-vous. La jeune femme ne se doute pas une seule seconde qu'elle vient de tomber dans un piège. Élodie Morel s'est étonné de ce qu'il était un homme et il s'est présenté comme l'assistant de la femme avec qui elle était en relation. Il la met en confiance, c'est un beau parleur. Il lui a dit qu'il allait faire un tour de tous les sites où il y aurait des photos qui seraient prises. Ce que raconte Guillaume Mingot est difficile à croire. Il aurait roulé jusqu'au milieu de la nuit et mis au point tout ce stratagème dans un seul but, voler la carte bancaire de la jeune femme. Il guette le moment opportun pour s'isoler dans un coin et la braquer en quelque sorte, lui piquer sa carte bleue. Vers 4h30 du matin, Mingot se serait alors arrêté sur un petit chemin pour extorquer le code et la carte bancaire d'Élodie Morel. Et selon lui, c'est seulement à ce moment-là qu'il aurait eu un geste de violence à l'encontre de la jeune femme. Elle va avoir un geste qui semble anodin, mais qui serait un geste où elle va se porter sa main sur son torse. Et là, il n'a pas supporté, il la frappe violemment. Il la bouscule très violemment contre le montant de la portière à l'intérieur de l'habitacle. Là, elle finit par donner son code. Face aux gendarmes, Guillaume Mingot raconte alors qu'ayant obtenu ce qu'il voulait, il aurait laissé repartir la jeune femme. Tant qu'on ne lui donne pas d'éléments contraires, lui se sent relativement calme et déroule sa déclaration en s'imaginant que tout le monde va adhérer à ce qu'il nous raconte. Avec aplomb, il assure qu'il n'a jamais séquestré Élodie et affirme ne pas savoir où elle se trouve. Il dit totalement le contraire de ce qu'affirme Richard Ligné. Il n'y a plus de garage, il n'y a plus de meurtre, il n'y a plus de quick, il n'y a plus rien. Il l'a libérée. Il a pris la carte, le code, il a vérifié, c'est OK, il la relâche. Personne, bien sûr, ne croit que Guillaume Mingot a fait venir Élodie Morel sur Aigues-Mortes uniquement pour la voler. Au même moment, les enquêteurs perquisitionnent le garage des époux Ligné à la recherche de preuves matérielles. Il y trouve des traces de pas, beaucoup d'indices, des colliers Serflex qui ont été coupés, sectionnés. Des liens qui ont certainement servi à attacher la jeune femme.
Ils retrouvent aussi la bouteille d'eau, celle dont leur avait parlé Madame Ligné. Les experts de la gendarmerie effectuent des prélèvements sur le goulot, car ils veulent savoir si l'ADN d'Élodie Morel s'y trouve. Et ce n'est pas tout. Ils découvrent des mégots de cigarettes. Il va être prélevé plus de 30 mégots à l'intérieur du garage. Des mégots de la même marque de cigarettes que celle de Guillaume Mingot. Et vu le nombre, les enquêteurs en déduisent que l'homme a bien dû séjourner plusieurs heures ici. Plus inquiétant, des taches de sang jonchent le sol. À l'extérieur, dans la fameuse ZX grise, les enquêteurs font une autre découverte capitale, un sachet de poudre blanche. Cette poudre blanche est analysée et on s'aperçoit qu'elle est composée de différents médicaments qui ont été pilés. Et ces médicaments sont des médicaments destinés à endormir. Donc on suppose qu'Élodie Morel avait été droguée pendant sa séquestration. À partir de cet instant, les gendarmes ont la conviction que Guillaume Mingot, cet homme déjà condamné pour viol, a méthodiquement tissé sa toile pour assouvir ses pulsions sexuelles. Pendant plus de 18 heures, Élodie Morel a donc vécu un véritable calvaire dans ce garage, sans que personne ne lui vienne en aide. Dans notre idée, dans notre arrière-pensée est vraiment axé sur le fait qu'il y avait un but sexuel à tout ça. Il y a un but sexuel de supériorité, de domination, de tout ça. On va essayer de lui faire dire ce genre de choses-là, mais c'est la partie qui va nier tout le temps. Cela fait maintenant 18 heures que Guillaume Mingot est en garde à vue et les enquêteurs ont déroulé leurs éléments. La poudre blanche retrouvée dans la voiture, les serflex coupés et les traces de sang. En vain. Guillaume Mingot ne reconnaît pas tout ça. Tout ce qui est lien, drogue, viol, il ne veut pas en entendre parler. Néanmoins, face à la pression des enquêteurs, Mingot va encore changer de version. Voilà, il sentait qu'il était un petit peu pris au piège, que sa version ne concordait pas avec la réalité, qu'on s'en apercevait et plus ou moins il se sentait ferré. À la 23e heure de garde à vue, Mingot finit par admettre que le mardi 3 mai au matin, il s'est bien caché dans le garage des Ligné, avec Élodie Morel dans son coffre. Mais dans un seul but. Pour discuter avec elle d'une stratégie au fin que lui garde la carte bancaire, etc., mais qu'elle, en échange de la vie sauve, elle ne lui fasse pas d'ennui. Il veut juste, dit-il, temporiser, expliquer à Élodie Morel que bon, il ne peut pas la libérer tout de suite, qu'il va attendre la nuit. Il indique que Élodie Morel était libre de ses mouvements, enfermée certes, mais certainement pas entravée. Tout se passe comme dans un salon de thé dans le garage. Hein. Ils discutent, ils papotent, elle est totalement libre de ses mouvements. Il n'exerce aucune violence sur elle. Et Mingot affirme aux gendarmes qu'il aurait fini par trouver un accord. En échange du silence d'Élodie, il aurait accepté de la libérer. Il nous annonce qu'effectivement, à l'issue de la journée du mardi, il a voulu raccompagner Élodie Morel à Aigues-Mortes pour qu'elle récupère son véhicule et qu'elle s'en aille. D'après Mingot, c'est à ce moment-là que les choses se seraient gâtées. Voici ce qu'il déclare. Je lui ai dit, tu vas prendre le volant et tu vas me ramener au parking de la gare. Tu pourras repartir chez toi. Nous sommes descendus en même temps de la voiture. On s'est croisés au niveau du coffre. Et là, je ne sais pas ce qui lui a pris. Elle m'a fait un croche-patte. Sauf que ce croche-pied qui le fait tomber au sol, le met dans un état de rage incroyable. Et en tombant, il a saisi une cordelette qui était au sol et il aurait étranglé Élodie Morel. Et à Mingot de conclure ainsi sa déclaration. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle m'a fait un croche-patte.
ressent aucun remords, il ne ressent aucune culpabilité de rien. Il est dans le jeu et dans la manipulation. Élodie Morel est donc morte, cela ne fait plus de doute. Reste maintenant à savoir où se trouve son corps. C'est vraiment par la patience de l'enquêteur, c'est vraiment en le flattant, parce que l'enquêteur a réussi à flatter un petit peu son ego et son besoin de reconnaissance qui va finir par expliquer où est le corps. C'est sur le parking du cimetière d'Aigues-Mortes, dans le coffre de la BMW d'Élodie, que les enquêteurs vont retrouver son cadavre. Elle est recroquevillée à l'intérieur du coffre. Les premières constatations du médecin légiste confirment la mort par étranglement. Le corps d'Élodie Morel présente une trace de sillon au niveau du cou. Et comme le craignaient les enquêteurs, visiblement la jeune femme a subi d'autres sévices. Elle a des traces de coups sur la tête. Ce qui peut correspondre, disent les médecins légistes, à un coup de crosse d'une arme de poing. On retrouve également des traces de liens, d'entraves au niveau des poignets, ce qui est donc la preuve formelle qu'elle a été attachée. Sur le corps d'Élodie Morel, dans le coffre de la voiture, on va récupérer ses habits, dont un pull et un jean, sur lequel nous allons trouver des traces de sperme et des traces de sang. L'autopsie et les analyses scientifiques vont finir de déterminer ce qu'il s'est réellement passé lors de l'enlèvement et la séquestration d'Élodie Morel. Les experts sont formels. Élodie a bien été droguée avec la poudre blanche retrouvée dans la ZX grise. Et plus horrible encore, sur le goulot de la bouteille trouvée dans le garage, il relève des traces de sperme mélangées à la salive de la jeune femme. Ce qui veut dire qu'elle a dû boire au goulot de la bouteille après avoir eu une relation sexuelle buccale avec Mingo. Pendant ces 36 heures, il semble que ça a été un véritable calvaire pour cette jeune fille, qui était droguée et qui n'était pas en état de pouvoir se défendre. On peut donc en conclure raisonnablement qu'il l'a droguée, qu'il l'a violée, qu'il l'a séquestrée et qu'il l'a tuée. Un scénario que réfutera toujours Guillaume Mingo. Il est sur la version accident, mort accidentelle. Il reconnaît tout ce qui coûte pas cher finalement, mais tout ce qui est crapuleux, sexuel, il n'en veut pas. Le vendredi 7 mai 2005, les époux Ligné sont mis en examen pour complicité de séquestration et assassinat. Quant à Guillaume Mingo, il est incarcéré à la maison d'arrêt de Pontet en Avignon pour des faits de vol, d'enlèvement, séquestration et assassinat. Cour d'assises du Gard, le 28 janvier 2008. Le procès pour l'assassinat et la séquestration d'Élodie Morel commence. Guillaume Mingo, Richard Ligné et sa femme Francine encourent tous les trois la réclusion criminelle à perpétuité. Et dès l'ouverture des débats, toute l'assistance est médusée par l'aplomb extraordinaire dont fait preuve le principal accusé. Mingo arrive, il a le sourire. Il n'hésite pas à regarder droit dans les yeux. Il vit un peu dans un monde qui est un monde où il faut de toute façon paraître. Paraître dans la boîte de nuit, paraître dans les menus Larcin. Mingo ne se défend pas, il attaque. Et il désigne un autre meurtrier. Mingo, d'un seul coup, dit « Personne ne s'y attendait. C'est pas moi qui l'ai tué, c'est Richard Ligné qui l'a tué. C'est lui l'assassin. » Dans le box, Richard Ligné est littéralement foudroyé par ces déclarations. D'un seul coup, j'ai entendu sa femme crier, je me suis retourné, je l'ai vu tomber. Il était livide. Il a fallu suspendre les débats et il a été hospitalisé. Il a fallu interrompre le procès pour le reprendre le lendemain avec M. Ligné qui est arrivé en brancard d'abord. Ça a été très compliqué. L'accusation dénonce là une tentative de manipulation des jurés et entend rétablir la réalité des faits.
Celui sur lequel on retrouve la carte bleue, c'est Mingo. L'ADN sur les cigarettes, c'est Mingo. Le sperme sur le goulot de la bouteille, c'est Mingo. C'est toujours Mingo. Donc ça peut pas être Ligné. Loin d'être désarçonné, Guillaume Mingo va pousser encore plus loin l'outrance. Il n'hésite pas à déclarer qu'il est littéralement tombé sous le charme d'Élodie Morel et qu'en aucun cas, il n'aurait pu lui faire du mal. Guillaume Mingo va nous faire une déclaration d'amour à Élodie Morel. J'aurais pu l'aimer jusqu'à la fin de ma vie. Il ne parle pas d'Élodie Morel, il parle d'Élodie. Tout le monde est outré, choqué. Par son simple discours, Guillaume Mingo arrive encore à faire mal à tout le monde. Si la culpabilité de Guillaume Mingo ne fait aucun doute, une question reste en suspens. Pourquoi le couple Ligné n'est-il jamais intervenu pour sauver la jeune femme? Et leur réponse est tout simplement déconcertante. Ce qu'il recherche, c'est de faire passer un message qui est de dire « nous, on n'a rien vu, on n'a rien compris, on n'a rien fait ». Que Ligné n'ait pas pris un téléphone ou n'ait pas bénéficié d'un moment, d'un éclair de lucidité pour aller prévenir les services de gendarmerie qui auraient à ce moment-là mis fin à tout, c'est incompréhensible. À l'issue des 5 jours d'audience, Richard et Francine Ligné écopent de 6 années de prison pour complicité de séquestration et non-dénonciation de crime. Quant à Guillaume Mingo, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Un an plus tard, en appel, les époux Ligné voient leur peine s'alourdir, 8 ans de prison. Quant à Guillaume Mingo, il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. Aujourd'hui, tout le monde se pose la même question. Élodie Morel aurait-elle pu être sauvée si Dominique Tarasco avait donné aux gendarmes le nom de Guillaume Mingo dès le premier jour? Il me reste des regrets. Des regrets, c'est que je fais comme dire que j'aurais pu sauver cette fille. Parce que j'en savais assez. Et je sais pas, ça a foiré.